Bonjour à tous et à toutes. Désolé pour l'heure tardive à laquelle je vous envoie ces vidéos-là. Euh, J'étais rendu à la section de notre cours dans laquelle on parle des auteurs un peu plus récents qui ont abordé l'écologie. On commence cette section-là par un exposé sur Rachel Carson. Qui est Rachel Carson? C'est une auteure qui a étudié un enjeu en particulier. Elle a étudié, puis elle a documenté en particulier le fait du DDT, un pesticide qui était très, très, très populaire dans les années 50, qui permettait d'éradiquer les insectes, mais de manière extrêmement, extrêmement efficace. Fait que ça permettait de lutter contre des problèmes comme la malaria, ça permettait de protéger les cultures contre toutes sortes de bébites. Fait que c'était vraiment super le DDT, sauf que Rachel Carson elle s'est aperçue que ça n'avait pas seulement pour effet de détruire les insectes qu'on voulait détruire, mais que ça avait un effet un peu plus large sur toute la chaîne alimentaire, notamment sur les poissons puis les oiseaux. Puis quand elle a écrit son livre, Le printemps silencieux, elle lui a donné ce titre-là parce que c'est une sorte de titre prophétique euh, qui supposait qu'à force d'utiliser des pesticides comme le DDT, on risquait de finir par avoir un printemps où on n'entendrait plus ni les insectes ni les oiseaux, ce qui serait triste et catastrophique en fait, parce que si on n'a plus des pans importants comme les insectes puis les oiseaux dans les écosystèmes, il y a toutes sortes de déséquilibres qui peuvent s'installer, puis on peut finir par en être touché nous-mêmes. Ça fait que ça a lancé un peu le mouvement écologiste. Puis grâce à ces travaux, on a cessé d'utiliser le DDT, mais maintenant on a d'autres pesticides qui ont pris le relais, puis qui mériteraient d'être combattus tout autant que le DDT. D'ailleurs, si vous fouillez un petit peu sur les néonicotinoïdes, vous allez voir que la lutte de Rachel Carson mérite vraiment de continuer. Euh, on a eu aussi un exposé oral de Vicky Lapointe sur l'animalisme. Qu'est-ce que c'est l'animalisme exactement? Vous l'avez vu sur la page couverture de l'exposé oral de Vicky. L'animalisme, c'est un courant de pensée qui veut nous amener à remettre en question le spécisme. Euh, pour eux, pour les animalistes, le spécisme, c'est un peu la même chose que le racisme ou le sexisme. Quand on fait preuve de sexisme, on s'arroge des privilèges en raison de notre sexe. Moi, je suis un homme, j'ai plus de droits que les femmes. Ben, ça, c'est être sexiste. Être raciste, c'est s'arroger des privilèges en raison de notre race. Moi, je suis un blanc, je devrais avoir des meilleures places dans l'autobus que les noirs, par exemple. Ça, c'est faire preuve de racisme. Le spécisme, c'est quand, au nom de mon espèce, je considère que je devrais avoir des droits plus grands que les autres espèces avec lesquelles on partage la planète. Ce spécisme-là, les animalistes considèrent qu'on devrait le combattre. Ils considèrent que les animaux devraient, jusqu'à un certain point, avoir des droits, puis qu'on ne devrait pas pouvoir disposer de leur vie comme bon nous semble, puis qu'on ne devrait pas pouvoir leur infliger de la souffrance comme bon nous semble. Ce ne sont pas des objets, les animaux, ce sont des êtres doués d'une sensibilité. Puis sur la base de leur capacité de ressentir la douleur, puis le plaisir, mais on ne devrait pas les considérer comme de simples objets. On devrait faire attention à la souffrance qu'on leur inflige. Puis dans les animalistes, il y en a qui vont jusqu'à considérer qu'on devrait cesser de manger de la viande pour éviter de profiter, de tuer en fait des êtres capables de souffrir pour notre simple bénéfice, pour nos caprices finalement, parce qu'on peut très bien s'alimenter sans viande. Puis il y en a qui considèrent qu'on ne devrait même pas laisser exister dans notre alimentation des substances comme le miel ou le lait. Ça fait qu'il y a vraiment c'est un courant de pensée vaste, mais s'il y a une chose qui résume ce courant de pensée-là, c'est que les animaux devraient être des détenteurs de droits, puis qu'on devrait respecter ces droits-là. Lovelock, lui, ce qu'il nous propose comme vision du monde, c'est pas une vision du monde seulement dans laquelle les animaux devraient, en tant qu'individu animal, avoir des droits. Lui, il nous demande de prendre un pas de recul puis de regarder la planète au complet au lieu de regarder chaque animal en particulier. Puis quand il prend un pas de recul puis qu'il regarde la planète au complet, il formule l'hypothèse que notre planète, en fait,
c'est pas simplement un agencement fortuit d'espèces qui habitent une planète sur laquelle le hasard a voulu que les conditions soient réunies pour que la vie existe. Non, non. Pour Lovelock, la planète, c'est un être vivant où chaque être vivant joue un rôle pour maintenir, avec tous les autres êtres vivants, une homéostasie, un équilibre à l'échelle planétaire qui fait dire à Lovelock, à James Lovelock, que c'est presque comme si la planète était un être vivant. Euh, avec les caractéristiques d'autorégulation qu'on prête aux êtres vivants. Cette idée-là que la planète est un être vivant, ben, ça amène Lovelock à lui donner le nom d'hypothèse Gaïa, puisque dans la mythologie grecque, Gaïa, c'est le nom qu'on donne à l'être, au dieu qui représente notre planète. Fait que cet être vivant-là, ben, pour Lovelock, il est capable de s'autoréguler. Puis si jamais on va trop loin dans nos petites manœuvres pour se construire un mode de vie opulent, puis qu'on brise trop les équilibres de la planète, ben la planète va nous éliminer tout simplement. C'est pas pour défendre la planète qu'on doit respecter mieux l'écologie, mais c'est pour éviter d'être floché par cet être vivant-là, qui est bien plus grand et bien plus puissant que nous, d'après James Lovelock. Lui, vous voyez, pour éviter de trop faire chauffer la planète en menaçant les écosystèmes de partout, il nous propose d'adopter l'énergie nucléaire pour pouvoir éviter de continuer d'envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puis d'avoir quand même l'énergie qu'il nous faut pour maintenir la civilisation telle qu'on la connaît. C'est un auteur intéressant qui nous a donc proposé une autre vision de notre planète en l'imaginant comme un être vivant. Lui, il est arrivé à cette conclusion-là en cherchant comment on pourrait voir les traces de la vie sur d'autres planètes. Puis, ce qu'il a constaté, c'est que l'atmosphère d'une planète est transformée par la vie. Puis, c'est sur le chemin de cette découverte-là qu'il a imaginé que non seulement l'atmosphère est transformée, mais que l'atmosphère est équilibrée d'une manière fine par les espèces vivantes qui se trouvent dessus. Puis c'est comme ça pour tous les aspects de l'équilibre de notre planète, l'acidité de l'océan, la quantité d'oxygène, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, la couche d'ozone qui nous protège des UV. Tout ça, c'est des éléments d'équilibre qui sont fabriqués par la vie, d'après James Lovelock, ce qui lui fait dire que notre planète est métaphoriquement presque comme un être vivant. Caroline Privé nous a préparé un exposé oral sur l'empreinte écologique. Qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique? Ben, c'est la mesure en hectares bioproductifs de cette planète-là, de l'espace qu'il nous faut pour produire tout ce qu'une personne, une population ou une activité nécessite pour exister, pour continuer. Puis, la quantité d'espace bioproductif aussi qu'il faut pour que la planète soit capable de recycler nos déchets de manière durable. Ça fait que c'est non seulement la mesure de l'espace qu'il faut pour produire ce qu'on consomme, mais aussi pour reprendre ce qu'on rejette. C'est ça la mesure de l'empreinte écologique. Ça se mesure en hectares bioproductifs. Puis des hectares bioproductifs, on en a une quantité limitée sur la planète. On en a 12 milliards d'hectares au moment où Mathis Wackernagle et William Rees écrivent leurs livres. Puis on magane la planète, ça fait que ça diminue. Puis on est de plus en plus nombreux sur la planète, ça fait qu'on a de moins en moins d'hectares par personne. On est rendu à 1,5, 1,6 hectares par personne. Puis la moyenne des terriens aurait besoin, pour que notre mode de vie puisse être là pour toujours, on aurait besoin de 2,5 hectares à peu près en moyenne. Ça fait que c'est dire à quel point on va au-delà des limites de la planète en ce moment. Puis c'est ce qui fait que nos déchets ne peuvent plus être récupérés par la planète. C'est pour ça que le CO2 puis d'autres gaz s'accumulent dans l'atmosphère. Puis comme vous l'avez vu dans l'exposé oral de Jacob Côté, l'atmosphère se réchauffe. Puis une fois qu'elle se réchauffe un peu, ben il y a toutes sortes de boucles de rétroaction positive qui se déclenchent, qui fait que la planète se réchauffe encore plus. Déjà, on a fait monter la température planétaire de 1 degré depuis le début de l'ère industrielle. Puis 1 degré, ça a l'air petit, mais ça prend pas beaucoup de degrés là, pour transformer une planète de glace
en planète avec des océans comme ceux qu'on les connaît. Puis ça ne prend pas beaucoup de degrés non plus pour transformer cette planète-là en désert une fois qu'elle est telle qu'on la connaît aujourd'hui. En fait, les chercheurs du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat craignent qu'au-delà de 2 degrés d'augmentation de température planétaire, des catastrophes en cascade se conjuguent les unes aux autres pour rendre la vie de plus en plus difficile sur notre planète, puis de plus en plus, puis risque de rendre notre planète de plus en plus difficile à réparer une fois qu'on aura franchi 2 degrés, voire même 1,5 degrés d'augmentation de la température. C'est donc signe qu'il faut se dépêcher de reprendre le CO2 qui est dans l'atmosphère au plus sacrant, puis d'arrêter d'en émettre surtout. Ce n'est pas le seul effet négatif que notre éjection de CO2 a sur la planète. On le disait tantôt en parlant de l'empreinte écologique, la planète a la misère à reprendre nos déchets. Il y en a de nos déchets qui se ramassent dans les océans. Le CO2 se ramasse dans les océans. Le CO2 au contact de l'eau devient en partie de l'acide carbonique, ça fait que nos océans, à cause du CO2, mais aussi à cause des engrais azotés, à cause du soufre qu'on envoie dans l'atmosphère en brûlant le pétrole puis le gaz qu'on sort de terre. Tout ça qui s'ajoute à l'océan, mais ça fait que les océans sont en train de devenir plus acides, 30% déjà plus acides qu'auparavant. Pour l'instant, ils sont encore alcalins, mais on risque d'avoir une acidification des océans suffisante pour que les animaux qui ont un exosquelette, c'est-à-dire un squelette à l'extérieur d'eux, comme les coraux, les mollusques, les arthropodes qui vivent sous l'eau, tous les crabes, les écrevisses que vous connaissez, tout ce que vous connaissez qui a un exosquelette, ben, c'est les premiers à être frappés. La faune fixe, c'est les premiers à être frappés puis à voir le carbonate de calcium devenir de moins en moins disponible pour faire leurs coquilles. Puis leurs coquilles se forment pas ou fondent carrément dans l'océan qui est maintenant de moins en moins alcalin, de plus en plus acide. C'est déjà observable, ça a des conséquences assez dramatiques. On risque de perdre les coraux de toute la planète dans la ou les 2 prochaines décennies. On est vraiment à un point tournant de l'histoire. Il faut vraiment qu'on arrête d'envoyer plus de CO2 dans l'atmosphère si on veut éviter de tuer une bonne partie de la vie dans nos océans. C'est ce qu'on constate avec le problème de l'acidification des océans, comme nous l'a montré Marie-Claude Bouchard dans son exposé excellent. Heureusement, on a des moyens pour arrêter d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère puis dans les océans. C'est d'avoir des ententes planétaires avec tous les autres pays pour s'entendre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une des premières ententes à avoir été mise par écrit pour faire ce travail-là, c'est le protocole de Kyoto. On s'était dit à l'époque qu'on allait faire 1/10 du travail nécessaire. Le travail qui est réellement nécessaire, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50 à 80%. Avec le protocole de Kyoto, on s'est entendu pour les réduire en moyenne de 5%, mais au lieu de les réduire de 5%, ben, nous, le Canada, on les a fait augmenter de 27% pendant la durée de l'accord, ce qui fait que Stephen Harper, qui était premier ministre à l'époque, où on avait fait augmenter massivement nos émissions de gaz à effet de serre, lui et les libéraux n'avaient rien fait de suffisant pour qu'on voit diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on s'est retrouvé avec un bilan tellement négatif qu'il a décidé de sortir le Canada du protocole de Kyoto puis de nous donner l'air fou en changeant notre date de référence pour les émissions de gaz à effet de serre. Fait qu'on n'a pas l'air super intelligent dans le cadre des ententes internationales concernant le changement climatique. On pensait que ça allait s'améliorer sous Justin Trudeau parce qu'il disait qu'on allait reprendre notre place dans le concert des nations pour lutter contre les gaz à effet de serre. Mais finalement, ça n'a pas été tant que ça le cas. On s'est acheté un pipeline pour pomper plus de pétrole et ça bitumineux. Ça fait que ça va pas bien. On a du travail à faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La plus récente entente, c'est l'entente de Paris. Le Canada disait qu'il fallait qu'on ramène l'augmentation de température maximale à viser à 1,5 degré d'augmentation, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous permet de croire pour l'instant qu'on va atteindre cette cible-là. On risque de dépasser largement le 1,5 degré d'augmentation de température. Là, avec la COVID-19, ce qui est intéressant à constater, c'est que les émissions de gaz à effet de serre de toute la planète ont beaucoup diminué. Il reste à voir qu'est-ce qu'on va garder de cette phase-là au moment où l'économie va redémarrer.
Louis Bouchard prépare un exposé oral sur le pic pétrolier et les initiatives de transition. Qu'est-ce que c'est les initiatives de transition? Ben, c'est les initiatives proposées par les étudiants de Rob Hopkins dans un cours un peu comme celui que vous avez suivi avec moi, un cours dans lequel les étudiants prennent conscience des problèmes environnementaux auxquels on fait face, puis qui s'aperçoivent que c'est grave, puis qui décident d'essayer de trouver des solutions. Rob Hopkins a proposé à ses étudiants de monter un plan de match pour qu'une petite ville puisse abandonner le pétrole. La petite ville, c'était Totnes au Royaume-Uni. Eux autres, ils voulaient abandonner le pétrole parce que le pétrole risquait de manquer. À l'époque, c'était une crainte qu'on avait. Hein, si l'économie continuait de croître, ben, le pétrole allait finir par manquer parce qu'il y en a une quantité limitée sur la planète. Puis, il est de plus en plus difficile à extraire. Il faut aller chercher dans toutes sortes de places dangereuses. Puis maintenant, bon, il y avait un risque qu'on manque de pétrole. Là, l'économie a planté à l'échelle de la planète, fait que on a trop de pétrole. Ils savent tellement plus où le mettre qu'ils payent le monde de partir avec en ce moment. C'est allé jusqu'à payer 37 pièces le baril pour partir avec le pétrole. C'est dire à quel point on n'a pas atteint le pic pétrolier prévu. Mais les initiatives de transition ont gardé leur pertinence parce que les initiatives qui permettaient d'abandonner le pétrole, on les développait non seulement pour se préparer au cas où le pétrole manquerait, mais c'était aussi pour avoir un milieu de vie plus sain, moins pollué, plus respectueux de l'environnement, puis plus propice à être légué à nos enfants sans que ce soit gênant. Donc, ils ont développé plein d'initiatives de transition, des villes capables de nourrir leurs citoyens avec des jardins locaux, avec des arbres fruitiers locaux, capables de transporter leurs citoyens avec des moyens de transport développés localement, des vélos faits localement, des moyens de transport qui fonctionnent à l'électricité, produite localement avec des moyens renouvelables, des bâtiments produits avec des matériaux locaux, renouvelables ou recyclables ou compostables. Toutes ces initiatives-là, des ateliers de la réparation pour qu'on arrête de consommer comme des fous, puis qu'on répare ce qu'on a, des ateliers d'échange pour qu'au lieu d'acheter toujours, on puisse partager. Tout ça, ces idées-là, ça a tissé des liens sociaux tellement intéressants dans la petite ville de Totnes que les étudiants de Rob Hopkins ont visité, que ça a fait le tour du monde, puis il y a eu plein de villes qui ont voulu se doter d'initiatives de transition. Alma fait partie de ces villes-là qui se sont données des initiatives de transition. Pour améliorer notre sort collectif, parmi les initiatives de transition qui sont proposées par Rob Hopkins, il y a de continuer le travail commencé par Wangari Maathai. Wangari Maathai, elle, ce qu'elle a constaté au Kenya, c'est qu'à force de couper des arbres autour de leur village, ben, les Kenyanes et les Kenyans se retrouvaient avec des villages qui voyaient de plus en plus arriver le désert à leur porte. Fait que Wangari Maathai, elle a proposé, au nom de l'environnement et aussi pour créer des emplois pour les femmes, puis pour alléger la tâche des femmes qui ont à aller chercher le bois pour les feux de cuisson, ben, elle a proposé qu'on plante des arbres. Elle a commencé par 7 arbres, puis ça a tellement fait boule de neige, il y a tellement eu de gens qui ont trouvé ça inspirant, qu'il y a eu plein de villages qui sont associés au mouvement de la ceinture verte. La ceinture verte, c'est la ceinture d'arbres qu'on installe autour du village. Plein de villages se sont associés à ça. Ça a fait planter des dizaines de millions d'arbres au Kenya. Puis ça a tellement inspiré l'Afrique que maintenant, il y a une dizaine de pays qui se sont associés pour faire le même travail, mais à l'échelle continentale, puis bloquer non pas un petit désert autour du village, mais bloquer le grand désert du Sahara avec une grande forêt qui va de Dakar, la ville qui est tout à l'ouest du continent africain, jusqu'à Djibouti, le pays qui est à l'est du continent africain, là, dans la corne de l'Afrique. Toute cette bande-là qui borde au sud le Sahara, ben, on a commencé à la garnir d'arbres pour faire une forêt de 15 km de large par 7100 jusqu'à 7600 km de long selon le parcours qu'on suit. Puis c'est un projet qui a valu à Wangari Maathai le prix Nobel de la paix. Voilà, ça complète une bonne partie des exposés oraux sur l'environnement. On va voir dans le prochain exposé, dans le prochain résumé, tout ce qui reste là, comme matière à voir dans le cadre du cours. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis on se revoit après la pause.